Bonjour à tous, ceci est un tutoriel pour vous expliquer comment on travaille avec les serveurs Mountain Blade Warband ou de tout autre jeu si c'est mis à votre disposition avec serveur Makovich. Voilà, donc normalement je vous ai mis à disposition un nom d'utilisateur avec un mot de passe qu'on aura choisi entre nous deux et qui reste strictement confidentiel entre nous. Et on va passer par l'application principale qui servira à comment configurer pour la première fois un serveur Mountain Blade Warband, comment après pouvoir changer sa configuration si on a besoin de le faire, mais en tout cas mettre la configuration par défaut, comment lancer le serveur et comment l'administrer à distance. Comme j'ai dû certainement vous l'expliquer, il y a sur Windows une application qui s'appelle Connexion Bureau à distance. Cette application est disponible normalement à partir de Windows 7 ou Vista même. Si vous êtes sur Windows XP, il faudra la rechercher, c'est Connexion Bureau à distance. Cette application vous permet de vous connecter à mon serveur qui, tournant sur Windows, va donc vous simuler un bureau Windows purement classique, comme si c'était le vôtre, sauf qu'il est distant et qu'il est sur le serveur. Donc là je suis sur Windows 8, mais si vous tapez le menu démarrer, vous avez aussi la barre de recherche. Donc on tape connexion à bureau à distance, voilà, l'application est ici. Vous la lancez, l'adresse IP normalement est celle-ci, mais je la réécris au cas où. Voilà, 5.9.87.133. Vous faites connexion. Après, le nom d'utilisateur que par défaut qu'ils vous mettront, que Windows vous mettra pardon ici, normalement c'est celui de votre ordinateur. Sauf que votre ordinateur c'est pas forcément le même nom d'utilisateur, donc il faut utiliser un autre compte. Mais en l'occurrence pour cette vidéo tutoriel, on va utiliser l'utilisateur test user en français. Donc je mets le mot de passe et une fois qu'on clique là-dessus, on peut se connecter. Voilà, donc là on est connecté et s'affiche donc un bureau classiquement Windows. Donc là ce que vous venez de voir c'est les mises à jour Java qui demandent les privilèges admin que vous n'avez pas et que c'est moi qui gère ça. Tant pis pour la vidéo. Donc voilà, vous arrivez sur un bureau purement classique relativement allégé, mais vous retrouvez les éléments principaux et surtout très importants qui sont le menu démarrer avec mes documents et tout. Alors oui c'est en anglais mais ça reste suffisamment clair et simple pour pas que vous soyez perdu. Donc, par défaut, normalement, je mets toujours les serveurs de mes clients dans le dossier Mes documents que vous accédez ici ou par le raccourci dossier ici, documents. Donc, vous allez dans documents et là, vous avez normalement un dossier serveur par défaut que vous pouvez renommer par tout ce que vous voulez, mais bon, voilà, pour des soucis de faisabilité et de simplicité, j'appelle ça serveur. Et une fois que vous double-cliquez, vous arrivez donc dans le dossier serveur. Voilà. Donc le dossier serveur, vous allez remarquer que les fichiers et les dossiers composant la version serveur du jeu Mountain Blade, en l'occurrence ici Warband, est très très similaire à celui de la version client, donc c'est-à-dire celui du jeu. Vous retrouvez notamment les dossiers command res, data, language et module. Surtout module qui sera très important, j'y reviendrai plus tard. Tout d'abord, ce que vous devez comprendre, c'est qu'ici, il y a trois fichiers majeurs qui serviront au bon fonctionnement de votre serveur. Vous avez tout d'abord l'application que j'ai renommée App Server 1, en l'occurrence parce qu'il s'agit du serveur numéro 1 si jamais vous avez d'autres serveurs, qui est donc l'exécutable du serveur, celui qui va faire tourner le serveur du jeu lui-même et qui va donc interagir avec les joueurs qui se connecteront dessus. Vous avez ensuite un fichier qui est un document texte, donc un .txt que j'ai nommé config entre crochets serveur 1. Il s'agit ici de la configuration du serveur numéro 1. Donc la configuration, j'y reviendrai plus tard, c'est celle qui contient toutes les lignes de commande permettant de configurer le serveur, notamment par exemple le nom du serveur, le mot de passe admin, le mot de passe public. Je reviendrai là-dessus plus tard. Et enfin, le troisième fichier qui est très important, il s'agit du launcher. On va directement commencer par ce fichier. Il suffit normalement de double-cliquer pour lancer le serveur. Avant de lancer le serveur, je vais faire un edit dessus pour l'afficher, le contenu. Vous ne devez pas vous préoccuper de cette ligne-là, il s'agit de ma part d'une optimisation CPU processeur pour le serveur. Pour faire une petite parenthèse assez importante, le serveur ici, tout comme la version cliente, malheureusement n'est optimisé que pour tourner sur un seul cœur physique du processeur. Malheureusement n'étant pas donc multicœur, si jamais le serveur devait utiliser plus de ressources que ne peut lui allouer un cœur du processeur, et bien malheureusement aucune autre tâche
ne sera alloué sur d'autres cœurs. Tout tournera uniquement sur un seul cœur. Donc du coup, j'ai fait un système d'affinité, ce qu'on appelle d'affinité pour Windows, qui permet en fait de dire que telle application tournera sur tel cœur du serveur, du CPU, pardon, et ainsi de suite. Donc du coup, le 8 n'indique pas le cœur numéro 8, mais c'est un système différent. Donc voilà, ne vous en préoccupez pas, ne touchez surtout pas. Cela me permet surtout de pouvoir allouer un cœur pour votre serveur. Ensuite, ce qu'on indique très important ici que vous n'aurez probablement jamais à changer, c'est le point exe du serveur. Donc on lui indique ici au launcher, tu me lances cet exécutable. Ensuite on lui envoie ce qu'on appelle en programmation un flag trait d'union R qui lui indique qu'il faut qu'il lise un fichier, en l'occurrence ce fichier là. Donc du coup le point exe va interpréter qu'il faut qu'il lise le point txt et il va lire tout le contenu du point txt, à savoir les lignes de commande de configuration du serveur. Et enfin -m pour le module, donc là c'était Festung Breslau, mais pour notre test c'est Napoleonic Wars. Pardon, Napoleonic Wars. Voilà, donc c'est ici que si jamais vous voulez changer de module, vous le faites ici, mais je vous montrerai une méthode plus simple que de devoir éditer ce fichier. Voilà, donc notre fichier est normalement proprement édité pour lancer le serveur, sauf que on ne va pas lancer le serveur parce qu'il n'est pas configuré. Nous allons voir ça tout de suite. Alors, je vous recommande d'utiliser le logiciel Notepad++ que j'ai installé pour pouvoir l'éditer, car celui-ci est très commode pour justement l'utiliser et éditer un fichier de configuration pour serveur. Je vous rassure, il ne s'agit pas ici de charabia tout très compliqué, vous allez très vite comprendre comment ça marche, si vous suivez bien mes indications. Donc, on va clarifier tout de suite les choses. Ce que je mets ici en surbrillance, il s'agit d'un en-tête, en anglais header, donc un en-tête du fichier. L'en-tête, généralement, on n'y touche pas. Je vais y revenir. Pourquoi? Parce que ici, on indique le numéro du port sur lequel le serveur doit se brancher, le port en matière de réseau. Donc moi, pour le test user FR, j'ai lui ouvert le port 7217. Ça veut dire que si j'utilise par exemple 72 ici 20 et que je n'ai pas ouvert le port 72 20, eh ben, le serveur ne tournera pas, personne ne pourra y accéder et probablement il crashera parce qu'il dit qu'il n'est pas accessible. Par contre, si vous utilisez par exemple le port numéro 15, il est déjà alloué à quelqu'un. Donc forcément, si le port est déjà alloué à quelqu'un et notamment déjà utilisé par quelqu'un d'autre, eh ben, le serveur il va planter. Donc il faut laisser ici ce que j'avais mis au tout début, à savoir 7217. Voilà, après ici il s'agit du nombre de joueurs maximum, donc en l'occurrence le nombre de slots qui est alloué à ce serveur. Vous pouvez voir qu'il est très aisé de le changer, notamment de passer à 100 joueurs. Il faut mettre les deux chiffres parce que c'est pour les players privés et les players publics. Donc il faut mettre le 100, le même chiffre partout, par défaut. Mais comme je l'indique ici, si vous trichez en modifiant le nombre de slots ici, forcément j'annule notre contrat parce que c'est clairement du foutage de gueule. Vous dites j'ai payé pour un 32 slots mais je peux mettre 200 slots. Oui, bon bah voilà, vous aurez compris que si je vous chope, je ferme le contrat et tant pis pour votre gueule. Après ça, il faut surtout pas toucher ici, s'il s'agit d'une optimisation. Il ne s'agit en aucun cas d'une limite de bande passante. La bande passante, j'ai tout ce qu'il faut, avec quasiment 1 gigabit dans les deux sens. Donc en termes de vitesse, on parle de presque 120 mégaoctets par seconde dans les deux sens. Donc on a largement la marge. Il s'agit en fait d'un système de paquet, je ne vais pas dans les détails, ne touchez pas à cette ligne-là parce que le serveur va ramer dans certains cas. Ça, normalement par défaut, la vitesse de combat est toujours à 2. Il est vrai que certains modules, je verrai avec vous pour certains modules si vous êtes intéressé en dehors de Napoleonic Wars, qu'il faut changer ce paramètre-là, mais on ne change pas. Pareil donc pour Mountain Blade, tous ces paramètres ici restent à 0 parce que l'argent il n'y en a pas normalement dans ce jeu et le default armor est toujours à 0. Je vous ai ajouté ici les factions. Donc vous pourrez, alors oui, c'est une erreur de ma part, j'avais oublié de corriger ça dans ce fichier. Normalement vous pouvez toucher aux factions, il n'y a pas de souci. Il s'agit en fait, je l'ai remarqué récemment parce qu'aucun client me l'a fait remarquer alors que je mettais toujours cette configuration. Il s'agit d'un cycle. Une liste et d'un cycle de factions qui tournent. Donc par exemple quand une manche est terminée, quand le serveur est lancé, par défaut elle va lancer les Anglais contre les Anglais, puis après quand la manche est finie, les Français contre les Français, et après etc. Bon, par défaut je vais laisser comme ça, mais si jamais vous voulez autre chose que des Anglais contre des Anglais, des Français contre des Français, etc., vous pouvez changer ici. Donc par exemple si vous voulez les Anglais contre les Français,
Bah voilà, vous mettez comme ça. Donc l'équipe numéro 1 est anglaise, l'équipe numéro 2 est française. Vous pouvez bien entendu intervertir et mettre ici l'équipe française et après ici l'équipe anglaise. Voilà, donc je le sais comme ça, c'est pas un problème. Il s'agit donc d'un cycle, ça veut dire qu'à la fin de la manche, on passe à la liste suivante, qui est donc France contre France, puis après Prusse contre Prusse, etc., etc. Pour que vous compreniez comment ces lignes marchent, il faut que vous lisez ces trois notes importantes que je vais vous expliquer. La première, c'est qu'à partir, après l'entête, donc ça c'était l'entête et tout, on n'y touche quasiment pas, pas du tout même, il s'agit que la plupart des commandes que vous allez utiliser ici va vous paraître familière dans la mesure où vous la retrouvez pour quasiment toutes dans le panneau administrateur accessible depuis le jeu, donc depuis le serveur. Sauf que je vous préviens que si jamais le serveur il crash, ce que je n'espère pas pour vous, mais que si jamais vous redémarrez le serveur, eh bien attention, toutes les modifications que vous aurez faites à partir du panneau d'administration vont disparaître parce que quand vous allez relancer le serveur, il va relire ce fichier là et donc toutes les configurations de ce fichier là vont forcément écraser les configurations précédentes. Enfin non, même pas, elles vont même pas les écraser parce qu'elles auront disparu étant donné que le processus lié à l'exécutable du serveur va être arrêté, comme si vous arrêtez un jeu. Voilà, donc il n'y aura aucune sauvegarde des modifications que vous aurez faites depuis le jeu. Vous pouvez tout à fait en faire, mais il faut comprendre qu'elles sont temporaires, car tout ce qu'on fait dans ce fichier ici, ce sont des configurations par défaut. Voilà. Donc, c'était la première remarque. La deuxième remarque, il s'agit de commandes relativement basiques, mais vous en retrouverez d'autres dans le fichier README qui se trouve ici. Voilà, un fichier relativement peu buvable, mais il vous donne toute ligne de commande avec l'explication de quoi elle sert. Alors maintenant, ce que vous avez dû remarquer, c'est que j'ai mis beaucoup de fois le caractère dièse. Ce caractère dièse, en fait, il sert à commenter. Le serveur, il n'est pas très con, mais il n'est pas non plus très intelligent. Quand il va lire un fichier, il va le lire ligne par ligne. Ça, c'est une ligne. Ça, c'est une ligne. Oups, j'ai fait une petite erreur. Ça, c'est une ligne. Ça, c'est une autre. Ça aussi, etc., etc. Ce sont que des lignes. Donc, il va lire ligne après ligne. Quand le serveur il va lire une ligne, il va analyser caractère par caractère. Donc ici on a le caractère S qui est le caractère numéro 1 de la ligne numéro 9, puis après le caractère E qui est le caractère 2 de la ligne numéro 9, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc lui, il analyse tous les caractères et dès qu'il reconnaît des caractères qui sont clés, donc des lettres clés, il va faire une action par défaut liée à ce caractère. Ici, le caractère dièse, pour lui signifie tu ignores, égale commentaire. Donc quand il arrive sur un dièse, il s'en fout de reste de la ligne, il passe à la ligne suivante. Donc c'est très pratique pour lui, pour mettre des explications comme je le fais maintenant, ou faire des jolies fioritures avec des caractères un peu partout pour faire des dessins et des formes et tout, pour bien clarifier et organiser mon fichier de configuration. Quand il voit un caractère qui en est 36 000 après, mais ou pas, et que ce premier caractère est un dièse, il n'en a rien à cirer, il va passer à la ligne suivante. Après vous allez vous dire, mais si jamais il commence à lire une ligne qui n'a pas de caractère, comme en l'occurrence ici, et puis que tout d'un coup il tombe sur un dièse. Et ben c'est pas compliqué pour lui, le dièse, en gros ça veut dire fin de la ligne. Donc ça veut dire que tout ce qui est avant, il va l'interpréter comme un message, et le reste il s'en fout, il passe à la ligne suivante. Voilà, donc il est très important de placer correctement le caractère dièse de façon à ce que la ligne soit lisible correctement pour le serveur, sinon il ne va pas comprendre votre ligne, il va rien faire, et il va passer à la ligne suivante. Voilà, donc il est très important de placer correctement ces lignes. Vous allez donc maintenant comprendre comment le serveur il va interpréter nos lignes. Les lignes de commande fonctionnent de la manière suivante. On a ligne tirée du bas, underscore en anglais, 2 underscore commande, espace argument underscore 1, espace argument underscore 2, espace argument underscore n. Rassurez-vous, il ne s'agit pas du tout de mathématiques. Si je mets n ici, c'est pour indiquer qu'il y a des lignes de commande qui peuvent prendre une ou plus de une ligne d'argument en paramètres. Alors vous allez comprendre ce que je dis par ligne de commande. Ligne de commande correspond à la fonction liée à un réglage du serveur. Le reste, ce sont les données qu'on envoie au réglage, donc des arguments, pour parler avec le bon lexique. Exemple, si le serveur ne devait lire que ce passage-là, ici on a set underscore server underscore name espace test, server name, set server underscore name, pour lui c'est une ligne de commande, il l'enregistre et il dit ah je reconnais cette ligne de commande, pour moi ça veut dire qu'il faut que je mette le nom du serveur, et quand on met mot test, et ben en gros on lui envoie en paramètre le mot test comme ça, un serveur de nom. Donc du coup quand vous allez accéder à la liste des serveurs du jeu, vous allez voir un nom de serveur s'il n'est pas déjà pris qui s'appelle test, avec ensuite le module, le nombre de joueurs et tout, ça ne change pas. Ce qui est très important de comprendre ici, c'est que le serveur il est vraiment très bête.
et discipliné en même temps, c'est-à-dire que quand il voit un espace, pour lui c'est la fin d'un mot. Donc pour faire des mots, au lieu de faire des mots, des phrases qui sont que des mots sans espace, qui sont lisibles, on fait des mots composés à l'aide de tirets du bas. C'est pour ça que vous avez vu des tirets du bas partout. Pas les traits d'union, surtout pas les traits d'union, il ne les comprendra pas. Les traits du bas, ils les comprendront que c'est des mots composés. Donc du coup, dès qu'il arrive sur un espace, il dit pour lui, tous les caractères qu'il a lu avant, c'est un espace. Puis après les caractères suivants, tous les caractères avant l'espace, c'est un mot. Après tous les caractères suivants, jusqu'au prochain espace, c'est encore un autre mot. Donc du coup, quand le serveur il va lire SET-du-bas, SER-VER-du-bas, NAME, espace, il va comprendre que pour lui, ça c'est un mot, c'est une fonction. Il va, il va voir ce que c'est et il va comprendre que c'est server name. Et après, il y a l'espace, test, et ça c'est encore un mot. Alors, on va commencer très vite par une fonction. Add factions, fac Britain, fac France. Donc vous comprenez très vite que ça, c'est la fonction add factions, que ça, c'est le paramètre numéro 1. Excusez-moi pour la sirène dans l'ambulance, c'est à Paris, je ne peux pas prévoir ça. Espace fac fashion France. Donc là, il y a deux arguments, argument 1, argument 2, séparés par des espaces et il comprend. Alors que vous mettez 36 000 espaces, comme je suis en train de le faire, ou aucun espace, pour lui c'est pas grave, un espace c'est blanc. Donc il va passer à l'espace suivant et tant qu'il n'y a pas des caractères autres qu'un espace ou un dièse à analyser, il s'en fout, il continue à passer au caractère suivant, puis quand il voit que la ligne est finie, qu'il n'y a plus de caractère, bah il passe à la ligne suivante. Donc il interprète l'espace comme rien du tout, ce n'est pas une erreur pour lui. Voilà, donc là, on ajoute toutes les factions. Maintenant que vous avez compris comment marche un fichier de configuration avec Mountain Blade, nous allons pouvoir configurer ensemble le serveur. Ou en tout cas, je vais pouvoir vous expliquer comment ça marche. Première ligne de commande que vous allez devoir configurer, c'est qu'après avoir ajouté les factions toutes disponibles du module Napoleonic Wars, il s'agit de savoir est-ce que vous voulez que le choix des factions soit fait de façon aléatoire à la prochaine manche. Donc ça veut dire qu'il faut imaginer que votre serveur il est public, qu'il y a des gens qui jouent dessus peut-être à longueur de journée, puis qu'à la fin d'une manche, au lieu de devoir peut-être se baser sur cette liste qui ne peut pas modifier parce qu'ils sont publics, ils ne sont pas administrateurs, si vous mettez 1, et ben en fait le prochain choix des équipes, des factions de l'équipe 1 et 2 sera fait de façon aléatoire pour pouvoir un peu mélanger les factions, que ce ne soit pas tout le temps les mêmes. Donc voilà, alors il faut comprendre que 1 c'est autorisé, 0 c'est dire non. Rien de plus compliqué. 0 pour non, 1 pour oui. Après, on va passer aux maps. Donc, par défaut, il y a la ligne de commande qui s'appelle setMap, qui en fait signifie, voilà la map à chaque démarrage du serveur. Donc quand le serveur il se relance, ou quand on lance une mission, donc quand vous faites start dans le panneau admin, c'est start mission en fait, la mission c'est le jeu, je reviendrai plus tard, et bien à chaque fois il va passer par le setMap, et le setMap, nous on dit que par défaut c'est MP la S1. Vous pouvez mettre autre chose si vous voulez. Après pour mes clients, par défaut je leur mets toute la liste des maps. Comme ça, quand le serveur est public, il va pouvoir tourner sur toutes les maps disponibles du module. Si par malheur vous mettez, par exemple ici, cette map Toto. Si par malheur vous mettez une map qui n'existe pas, bon bah le serveur il est pas très méchant, il va pas planter, il va juste vous dire qu'il ne connaît pas la map et que par défaut il va générer une map aléatoire. Voilà, c'est tout. Alors après là vous vous dites mais Vincent tu fais un truc curieux, tu mets un setmap Toto après avoir fait un setmap la S1. Qu'est-ce qui se passe? Lequel a raison? Eh ben, en langage de programmation, quand un fichier est lu de façon séquentielle, ça veut dire ligne après ligne dans un ordre croissant, eh bien si jamais il y a une ligne de commande qui se répète, c'est toujours la dernière qui a raison. Donc en l'occurrence la MP la S1, bah, la configuration liée à MP la S1 va disparaître, c'est Toto qui va prendre place. Ce que non on ne veut pas, donc on va laisser la S1. Voilà, donc là on a tous les AddMap. En l'occurrence, la AddMap n'est pas ce qu'on appelle en langage de programmation une fonction bloquante. Ça veut dire que c'est une fonction qui va s'ajouter, c'est une liste. Donc le AddMap en fait c'est une fonction qui va ajouter à la liste toutes les maps. Donc en gros, complètement différemment de cette map, AddMap MP Arabian Village va pas écraser Arabian Harbor. Donc c'est voilà, il y a des lignes de commande qui vont écraser les autres parce qu'elles sont uniques et qu'on les configure une seule fois. Et il y a des lignes de commande qu'on peut utiliser autant de fois pour ajouter des informations, probablement une liste comme ici. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à comprendre. Ensuite, on va passer à ce qu'on appelle les mots de passe publics et les mots de passe administrateurs. Toujours un seul mot, si plusieurs, il faut faire des mots composés à l'aide du trait du bas, pardon, ce que le serveur comprend tout à fait. Comprendre la différence. Mot de passe public, c'est si jamais vous voulez rendre votre serveur public ou non. Si vous mettez un serveur
un serveur avec aucun mot de passe public, le serveur peut être accessible par tout le monde. Si vous mettez un mot de passe, il faudra que les gens connaissent le mot de passe pour que les gens puissent y accéder. Après, le mot de passe administrateur, c'est pour ceux qui le connaissent, et donc du coup, qu'il y ait un mot de passe public ou non, toute personne qui mettra le bon mot de passe administrateur aura les privilèges administrateurs et donc pourra accéder au panel administrateur depuis le serveur, depuis le jeu. Donc moi, par défaut, pour que les gens comprennent correctement, ici je mets public password ici. Donc si jamais malheureusement vous laissez public password ici par défaut, bah, ça veut dire que les gens pour accéder à votre serveur, ils vont devoir justement écrire public-du-bas password-du-bas ici. Alors on va partir dans le cas où moi je suis pas un utilisateur qui veut ce mot de passe public pour mon serveur. Je veux laisser mon mot de passe public. Je veux laisser mon serveur public. Donc je laisse un espace. 36 000 espaces ou aucun espace revient strictement en même. Un espace étant égal à nul, à rien du tout, et bah ça veut dire que le serveur il va rester public car aucun mot de passe public. Voilà, donc je laisse un espace. Par contre, le mot de passe admin, bon, bah, c'est gentil, il y en a un, admin password ici, mais toujours est-il que c'est pas le mot de passe admin que je veux. Bon, on va dire que mon mot de passe admin, c'est cheval. Donc, toute personne qui voudra avoir les mots de passe l'accès privilégié administrateur au serveur devra insérer le mot de passe cheval. Que vous mettez 36 000 espaces après ne change rien. En revanche, je recommande, je n'ai pas essayé, mais je recommande de toujours laisser un espace. Si jamais vous avez le malheur de ne pas mettre d'espace, le serveur il va arriver ici, et puis il va identifier ça comme un mot, et je suis désolé, mais pour lui, cette passe admin cheval, il comprendra pas. Donc c'est pour ça que j'insiste qu'il est très important de laisser un seul, et seulement un seul espace entre la ligne de commande et ses arguments. Ah, j'ai fait une petite faute de français, excusez-moi, c'est pas dans le mot de passe, c'est sans le mot de passe admin, personne ne peut administrer le serveur depuis le jeu. Voilà, donc il faut toujours en mettre un, sinon vous êtes un peu comme deux ronds de flanc à la fin. Après, le nom du serveur. Ici, deux lignes de commande liées au nom du serveur. La première, c'est de mettre le nom du serveur, donc ici, bon, bah, je laisse serveur nom ici, mais si jamais vous voulez mettre votre nom de régiment et tout, bah, vous pouvez le faire ici. Attention, comme d'habitude, pas d'espace, il faut mettre des tirets du bas. Sachez aussi que j'ai déjà essayé, mais les caractères spéciaux tels que les crochets, ou les parenthèses, ou les accolades, ou les accents ne passent pas. Et sont quasiment refusés comme mot de passe, comme serveur nom. Donc votre nom de serveur va être généré aléatoirement par, je crois, de souvenirs et d'expérience qu'il s'agit de serveur avec une série de chiffres 8, 2, 3, 4, je sais pas quoi, voilà. Donc veillez à bien mettre un nom de serveur propre ici. Il y aura un moyen de le vérifier très rapidement sans avoir à lancer le jeu si jamais vous n'êtes pas trompé. Après ici, Allow Renaming Server est une fonction qui en anglais signifie permettre le renommage du serveur. Je vous l'ai fait la traduction littérale. En gros, il définit si le nom du serveur peut être changé depuis le jeu par les admins. 0 toujours pour non et 1 pour oui. Donc on va partir du principe que serveur nom ici étant un nom de serveur à chier, tout administrateur de mon serveur pourra y accéder et pourra donc changer le nom du serveur. Donc je mets 1. Ensuite, mode de jeu. Alors là, c'est assez important. Il faut comprendre que, en termes de lexique pour Mount & Blade, un mode de jeu s'appelle mission. On démarre une mission. Donc c'est pour ça que ça s'appelle set mission et pas set game mode. Mais moi, pour que vous compreniez, j'appelle ça mode de jeu, histoire que vous faites bien la distinction. Donc, il faudra se référer au README pour pouvoir comprendre comment s'appelle le lexique, enfin pardon, quel est le lexique lié aux différents types de jeux. Donc là, TDM pour Team Deathmatch, je vous le fais en direct pour les mots utilisés le plus rapide, les modes de jeu, pardon, les missions les plus utilisées. Il y a BT pour Battle Mode, HQ pour, je crois, Headquarters, je crois. Mais en tout cas, il y a toujours BT pour Battle Mode, TDM pour Team Deathmatch, soit match à mort par équipe, ou DM match à mort. Voilà, donc je vais laisser match à mort, comme ça, toute personne qui apparaît dans le jeu est l'ennemi de tous. Et tout le monde est ennemi contre tout le monde. Voilà, après toujours pareil, comme au même titre que changement du nom de serveur depuis le jeu, autorisé avec 1 ou non 0 le changement de la mission depuis le jeu, et ben on met que 1, oui, on va pas tout le temps être sur du DM pour mon cas. Mais ça c'est pas grave, c'est juste pour la vidéo tutoriel. Ensuite, alors un truc plus ou moins, vous allez me dire secondaire pour vous, mais qui reste assez important, tout dépend des modules, les logs. Alors les logs c'est quoi? C'est un fichier texte, je vous montrerai tout à l'heure, un fichier texte qui... il n'y en a qu'un seul par jour, donc il y a la date qui est annoncée, 2013, point mois, point jour.
et l'heure à laquelle c'était lancé, je crois. Et en fait, ce fichier texte va contenir toutes les personnes qui auront rejoint le serveur, qui a tué qui a dit quoi. Donc c'est très pratique pour si jamais vous avez des litiges à régler en disant ah, il y a un tel qui a insulté un tel, il est méchant, il faut le bannir, il faut plus qu'il revienne sur le serveur et tout. Et bah grâce au log, vous pouvez trouver la personne et tout parce que chaque ligne est indiquée à l'heure de l'occurrence de l'événement. Donc le log, c'est pour récolter l'ensemble, le journal des événements. Donc. Alors, vous pouvez l'appeler le dossier quand vous voulez, c'est juste pour nommer le dossier des logs. Donc, par défaut, c'est toujours L majuscule OGS, mais vous êtes libre de le nommer comme vous voulez. Après, ici, très important, le nom du fichier contenant la liste des bannissements définitifs. Attention, il doit être mis dans le même dossier que les logs. Donc, c'est pour ça que si jamais vous changez log, le nom du dossier log, il faut le changer aussi ici. Voilà, donc sinon, vous êtes libre de renommer le fichier des bannis comme vous voulez. Vous pouvez en créer plusieurs, il n'y a aucun souci, sachant que le serveur il tourne que sur un seul, fichier de bannissement définitif. Si vous en mettez plusieurs, il faudra relancer le serveur sur le bon fichier banni parce que si vous jamais vous débannissez des gens sur un fichier qui est inutilisé par le serveur sur le moment donné, eh ben, ça ne changera strictement rien. Sauf si la personne n'a pas été aussi bannie sur l'autre. Enfin, si jamais vous utilisez si jamais il y a une personne A qui est bannie sur le fichier B et que vous lancez le serveur sur le fichier A et que la personne A n'est pas bannie sur le fichier A, et ben il pourra toujours accéder à votre serveur. Donc c'est toujours mieux de tourner sur un seul fichier de banni. Alors bien comprendre qu'il y a ici une différence notable, banni définitif et banni temporaire. J'ai pas essayé, mais si jamais vous voulez annuler un bannissement temporaire, il faut relancer le serveur. Donc il faut l'arrêter comme un jeu et vous le redémarrez. Très rapide, très simple, vous verrez. Voilà, donc tous les bannis définitifs se retrouveront dans ce fichier-là. Si vous voulez débannir une personne, il suffit de supprimer la ligne associée à son pseudo et normalement c'est bon. Alors là, normalement, une ligne de commande que tous mes clients apprécient. Il s'agit de la ligne pour le message d'accueil. Vous êtes libre de mettre tous les mots que vous voulez, tous les espaces que vous voulez. Attention, les retours à la ligne ne marchent pas parce que le serveur il est toujours en ligne par ligne. Donc voilà. Et par contre, un petit commentaire que j'ai d'expérience, tous les caractères marchent, je crois même que les caractères spéciaux tels que l'arrobas pour mettre une adresse Gmail, décrocher les accolades ça passe. En revanche, les accents ne passent pas. Donc il faut se tenir à l'alphabet anglais. Voilà, je suis désolé, j'ai déjà essayé de mettre des accents, ça ne passe pas. Ils sont carrément pas figés, je crois. Alors après, une ligne de commande importante, il s'agit de la parade au corps à corps. Si vous mettez 1, c'est géré de façon manuelle, donc à la souris, par les joueurs. Sinon, si vous mettez 0, c'est fait automatiquement par le serveur. Généralement, pour Napoleon Wars, on met toujours 1, mais vous êtes libre de le faire. Après ce gros bloc-là, il s'agit ici de la gestion du tir ami. Alors, il y a le tir ami au corps à corps, et donc à la mêlée, et le tir ami à distance. Ces deux lignes de commande servent à activer ou non le tir ami, ici, à distance, et ici, au corps à corps. Vous voyez bien la différence avec mêlée et juste ici friendly fire. Donc si vous mettez 1, vous autorisez, si vous mettez 0, vous interdisez. Donc ça veut dire que si vous mettez 0 pour le tir ami à distance, quels que soient les réglages que vous mettrez liés au tir ami à distance, eh ben, ils ne seront pas utilisés parce qu'en fait le tir ami à distance n'est pas activé. Dès lors que vous activez le tir ami à distance ou au corps à corps, vous vous retrouvez avec deux réglages distincts, qui sont les mêmes mais propres au distant et au corps à corps, qui sont importants. Le premier, il s'agit des dégâts. Ça veut dire que si jamais vous tirez sur votre ami avec un fusil, ou un arc ou je ne sais quoi, ou ouais, un arc par exemple, ou une arbalète, si jamais c'est un ami que vous touchez, ben, il se prendra autant de dégâts que s'il s'agissait d'un ennemi. À comprendre que si jamais vous lui faites un headshot, et ben si vous mettez 100%, donc là c'est en termes de pourcentage de dégâts, si vous mettez 100% des dégâts, et ben il crèvera du headshot comme si c'était un ennemi. Si vous mettez 0%, ça revient à désactiver le tir ami à distance. Et en tout cas au niveau des dégâts. Ça veut dire que votre ami bah, il se fera toucher, mais il se prendra aucun dégât. Donc par défaut on met 100% des dégâts. Après ici c'est une ligne de commande assez particulière dans la mesure où si jamais vous tuez votre ami, vous prenez tous les dégâts et donc du coup vous crèverez avec lui. Donc moi en l'occurrence je me préférais mettre 0. Ça veut dire que par punition je ne prends aucun dégât si j'ai malheureusement touché mon ami. Pareil ici, sauf que c'est pour le tir ami au corps à corps. Donc voilà, je mets le réglage 0, mais de toute façon c'est pas grave, c'est pas pour jouer pour mon serveur, mais c'est pour montrer la différence. Voilà, alors maintenant ici ce bloc est assez important puisqu'il correspond au vote. Les droits des votes qui est accessible à tout le monde, donc joueur administrateur comme joueur non administrateur. Si vous mettez 0,
ici, vous interdisez les joueurs à voter pour pouvoir mettre des bots. Si vous mettez un ou plus, vous autorisez à mettre des bots au vote par toute personne du serveur pour chacune des équipes. Donc si par exemple vous mettez 20, que je trouve qu'est un nombre assez bien, et ben ça veut dire que les joueurs pourront voter jusqu'à 20 bots pour chacune des équipes dans le jeu. On va laisser ça comme ça. Voilà, 0. Donc on interdit les bots. Si jamais vous voulez autoriser le kick, vous mettez 1, sinon c'est 0. Le kick, normalement, on m'a expliqué que c'est pour expulser un joueur, mais il peut revenir juste après. Ou peut-être qu'il est expulsé une minute ou deux, le temps de se reconnecter. Après le ban, alors le ban, attention ici, il est assez chiant dans la mesure qu'il n'est pas définitif, et donc il est temporaire. Donc si jamais quelqu'un se fait banni, bah, il est temporaire pendant 1 heure. Voilà. Pareil ici, c'est le changement des maps et le changement des factions. Toujours 0 pour dire non, pour interdire, et 1 pour dire oui, donc autorisé. Et enfin, une ligne de commande qu'il ne faut surtout pas déplacer. Si vous la mettez au mauvais endroit, bah, le reste du texte est ignoré. Si vous le supprimez, bah, votre serveur il ne démarrera jamais. C'est la ligne start. Start, en gros, ça veut dire tu me démarres la mission. Donc si jamais ici, bêtement, on aurait mis start, et bah, ça veut dire que ça, il s'en fout. Et il n'y accédera jamais. Et donc, il ne configurera jamais, bah, en l'occurrence ici, les votes. Donc, c'est très important, il faut laisser le mot start. Voilà, nous avons configuré un serveur de façon viable, on va pouvoir le démarrer. Et pour le démarrer, c'est aussi simple qu'une application, on lance le launcher par un double clic. Et voilà, donc là il se load, donc la première fois il met toujours un peu de temps pour se loader. Et voilà, donc là il s'est loadé, et vous remarquez qu'en fait toutes les lignes de commande que vous avez insérées se retrouvent ici. Donc par exemple, ici il voit qu'on a mis bon, mais une commande qu'il ne reconnaît pas manifestement, j'ai dû me rater quelque part. Mais il vous met une erreur quand il ne reconnaît pas, je crois que c'est pour... Ah oui, c'est pour les ratios, il connaît pas. Bon, bah c'est pas grave, j'ai dû faire une erreur. Mais voilà, donc il reconnaît les autres pour les bots et tout. Voilà. Le message d'accueil et tout. Et donc, ce qui est très pratique, c'est que ça, il s'agit de votre serveur qui tourne. Si jamais vous l'arrêtez, hop, vous faites comme ça. Bon, c'est un peu barbare de le faire comme ça. Il existe une autre commande, mais je crois qu'elle marche pas tout le temps. Mais si jamais vous voulez faire un truc propre, bah, vous mettez exit. Voilà, donc il s'arrête. C'est aussi rapide et radical. Pour lancer, hein, un double clic c'est pareil, ou entrer sur le launcher. Si vous avez le malheur, mais c'est pas grave, de lancer uniquement le serveur par son explication, et ben en fait, il sera lancé, mais il sera pas activé parce qu'il attend qu'en fait on lui mette tous les noms des commandes. Par exemple, il attend ce qu'on lui mette, bah, je sais pas, 7 serveurs. Voilà. Oups, pas d'espace, serveur. Name, voilà, parce que ça il reconnaît, puis on met un truc bito. Et puis voilà, il trouve que le nom du serveur c'est ça. Puis après il attend un start. Ah là par contre, dès qu'il fait un start, il va comprendre. Sauf que le problème c'est que quand je lui ai mis aucun réglage, il veut pas démarrer. Voilà, donc si jamais vous voulez savoir que vous n'êtes pas gouré par exemple au nom du serveur, donc on admet que le serveur vous l'avez lancé et qu'il n'a pas craché au lancement, que vous l'avez donc bien configuré comme je l'ai montré. Eh bien, vous pouvez faire ce qu'on appelle des getters. Alors les setters, vous aurez compris, les set, SET, c'est pour mettre un réglage, get, c'est pour récupérer un réglage. Donc getter, get, serveur par exemple, name, vous retourne le nom du serveur. Donc ici, en l'occurrence, notre serveur s'appelle bien serveur nom ici. Et quelque part, pendant que je fais ma vidéo, les gens pourraient voir mon nom de serveur, serveur nom ici, ce qui est un peu con. Voilà, donc grosso modo, on peut le changer en live. Alors, le changer ici en live revient strictement au même que de le changer depuis le serveur. Donc si je fais my server comme ça, is some, donc voilà, mon serveur est génial en anglais. Ah bah là, hop, bon en effet le nom du serveur a changé. Mais si par contre vous avez le malheur de quitter le serveur ici en l'arrêtant, ah bah ce réglage va forcément disparaître. C'est pour ça que je précise qu'il est important que toute la configuration que vous aurez faite et que vous devrez faire dans ce fichier de configuration est importante parce que c'est la configuration par défaut. Et à chaque fois que vous faites un réglage, il faut vous dire est-ce que je veux que par exemple mon serveur par défaut il soit public, etc. pour toutes les lignes de commande. Voilà, alors après, donc, ce qui est pratique, c'est que si jamais vous lancez vous avez une question d'un joueur qui vous dit ah mais il y a un event en cours, je suis pas sur le test et tout, personne ne va me donner le mot de passe, est-ce que je peux avoir le mot de passe? Et puis que vous êtes l'administrateur du serveur. Bon, et bah au lieu de vous faire chier à devoir lancer le serveur et de récupérer le mot de passe, vous faites ici par exemple getPass. Et ça c'est très rapide parce que vous avez remarqué que la connexion à cette interface bureau est très rapide, certainement beaucoup plus rapide que ce sera de lancer le jeu, à moins que vous avez déjà lancé le jeu. Donc vous faites un getPass si vous récupérez que, bah en l'occurrence ici le mot de passe s'il n'y en a pas. Si vous en mettez un et qu'on met le mot de passe Toto,
et qu'on fait get pass dessus, et ben on récupère que le mot de passe est auto. Voilà, aussi simple que ça. Si vous voulez l'ensemble des lignes de commande pour récupérer des informations, ben vous avez ici le choix. Vous avez tout ça. Donc par exemple, on va en prendre une, hop, voilà, celle-ci. Get enable valve in anti-cheat returns if valve anti-cheat, donc c'est le truc de Steam, a été activé ou pas. Donc voilà. Alors attention, un truc qui est très chiant avec le serveur, c'est qu'il ne gère pas le copier-coller. Donc là, je fais un clic droit, il fait rien. Si vous faites CTRL-V, il gère pas. CTRL-C, il gère pas. Mais en l'occurrence, CTRL-C, ça l'arrête. Donc malheureusement, vous êtes obligé de tout taper à la main. C'est un peu chiant, j'avoue. Maintenant, une dernière ligne de commande que je vous recommande pour pouvoir faire un peu de monitoring sur le serveur, c'est la commande stats. Alors, elle pratique quand il n'y a pas beaucoup de joueurs. S'il y a beaucoup de joueurs, c'est un peu chiant. Parce qu'en fait, après, elle vous liste tous les joueurs. Alors, elle ne vous liste pas les noms des joueurs, mais elle vous liste les joueurs par des numéros et par leur consommation au moment de l'appel de la commande, de la bande passante en téléchargement et en téléversement, upload, download. Par contre, ce qui est très pratique, c'est qu'elle vous indique ici le nombre d'images par seconde, FPS pour frame per second, 111 étant une bonne valeur, 124 étant le maximum. Si jamais ce nombre avoisine les 30, votre serveur est susceptible de ramer parce que soit il y a trop de monde dessus, ou soit alors mon CPU, le cœur alloué à votre serveur est un peu surchargé. Faut me prévenir dans ce genre de cas, si jamais le serveur se met à ramer. Si ça approche de 30 mais que ça ne rame pas, il n'y a pas de souci, c'est normal. Après, qu'est-ce que ça signifie number of agents? Number of agents, c'est le nombre de bots. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a aucun. Ce nombre n'est pas très précis. J'ai déjà fait des tests quand il y avait 300 bots contre 300 bots. Ce qui est beaucoup en effet. C'était pas très précis, ça n'indiquait pas beaucoup en fait le nombre de bots. Mais c'est pas très important. Par contre, ce qui est important, c'est le number of clients. Alors pourquoi ça affiche 1 alors qu'il n'y a personne sur le serveur? En fait, normalement, ce nombre-là non plus n'est pas très précis. Ça affiche le nombre de personnes qui voient mon serveur, ou qui est peut-être en train de le cliquer dessus et qui veut y accéder. Donc ces deux valeurs-là, agents et clients, ne sont pas très importantes. Ce qui est en revanche très important, c'est celle-ci, parce que active client, ça veut dire le nombre de joueurs présents sur le serveur. Et après, upload download, c'est la consommation de la bande passante en termes de bits par seconde. Donc il faut diviser cette valeur par 8 pour l'avoir en octets. Au moment où vous appelez la fonction ça. Donc là, en l'occurrence, mon serveur, comme il n'y a personne dessus, ah bah non, comme il y a 3 personnes qui le regardent, et bah voilà, il consomme 1340 bits en upload et 440 bits, bon c'est pas énorme, en upload. Voilà, download, pardon. Donc j'ai terminé pour l'explication du serveur. Au niveau de la configuration, donc on va arrêter notre serveur parce qu'il sert strictement à rien. Et maintenant on va arriver à un dossier qui est important, les logs. Donc voilà, comme j'ai lancé le logs, et bah voilà, il y a server log aussi, en fait non, il affiche pas l'année, excusez-moi, aussi 23 juin à de l'année 2013, oui, voilà, et donc il met 13 pour l'année 2013. Si vous double-cliquez dessus, vous voyez que le serveur a été démarré. Et que bon, bah ça, c'est des valeurs qui sont pas importantes, mais vous aurez donc ici l'heure et même la seconde, trait d'union, la personne, et puis l'action, ou le bug qu'il y a eu éventuellement, et tout. C'est vraiment le log du serveur, c'est très important. Sachez que, malheureusement, le serveur a été codé de façon à ce qu'il ne garde que 7 fichiers de log maximum à tout moment. Ça veut dire qu'en gros, il tient 7 jours maximum. Donc si jamais on a lancé le serveur et puis que ça fait 7 jours qu'il tourne, au 8e jour, il va supprimer le premier jour. Donc vous êtes libre et il n'y a aucun souci de créer ici, si jamais vous avez besoin, un dossier backup dans lequel vous pouvez coller ou couper-coller. Donc par exemple, hop, couper-coller et garder des backups de logs de tout le temps. Il n'y a aucun souci, ça ne me dérange pas parce que ça prend quasiment pas de taille. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, ça n'abîmera pas le serveur. Voilà. Maintenant, dernier dossier qui est très important pour terminer ce tutoriel, les modules. C'est là que vous mettrez le dossier module, des modules que vous voulez mettre. Donc par défaut, je mets toujours native et Napolink Quartz. Si jamais vous voulez mettre une map custom, ne me demandez pas comment créer une map custom, je ne sais pas. Il y a des tutoriels qui existent en ligne, mais si jamais vous voulez en mettre une, il y a 2 éléments importants. Premièrement, en termes de lexique Warband, bon, pour mon tablet, pardon, on ne parle pas de map, mais on parle de scène. Et donc en fait les scènes sont composées de .sco, donc vous retrouvez votre .sco de la map éditée et vous la mettez ici. Si jamais vous remplacez une map officielle, c'est tout ce que vous avez à faire, vous la remplacez. Si jamais vous voulez garder une map officielle en backup, vous faites le backup du fichier. Ça je pense que vous savez le faire. Si vous mettez une map custom, normalement vous avez à la fin je crois map jusqu'à 6 maps custom autorisées. Je sais pas ce que c'est. Mais bon. Voilà, donc par contre si jamais vous mettez des maps custom que vous avez créés de A à Z, et ben en fait il faut modifier un fichier qui s'appelle ici scène
.txt, puis il faut mettre des codes. Moi, je ne vous expliquerai pas à quoi correspondent ces codes, parce que je ne sais pas du tout. Je suis désolé de le dire, mais c'est à vous de voir avec votre éditeur de scène ou vous-même avec des tutoriels. Donc c'est ici qu'il faudra veiller à bien modifier les codes pour pouvoir que votre ajout de map customisée fonctionne correctement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour la customisation des maps. Je le supporte, il n'y a aucun souci, je peux vous aider, mais uniquement pour savoir où mettre les fichiers. Donc mon tutoriel vous l'explique très bien. Si jamais vous voulez mettre un autre module, alors, j'espère pour vous qu'il existe une configuration liée sur un topic sur Tailwords ou compagnie pour configurer correctement le fichier. Normalement, la plupart fonctionnent correctement avec ça. Sinon, demandez-moi sur mon TeamSpeak, sur mon Steam ou sur mon adresse Gmail que je vous aurai donné. Voilà. Pour faire ça, pour mettre d'autres modules. Mais c'est ici que vous mettez le dossier. Un truc qui est important, si jamais vous voulez gérer facilement et switcher facilement entre des modules, je vous recommande de créer un fichier de configuration par module et un launcher par module. Donc, si jamais, admettons que vous voulez un launcher pour Napoleon Wars, donc on va faire un truc propre et on va dire que, bon, bah voilà, ça, je veux que ça soit mon launcher pour Napoleon Wars, donc je mets NW public. On va dire que c'est mon serveur public parce que j'ai pas mis le mot de passe. Vous pouvez le renommer comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire que vous identifiez ce fichier comme étant le launcher du serveur pour le module public. Si jamais vous faites plusieurs configurations pour un même module, donc par exemple ici on va appeler serveur on va l'appeler NW public. Voilà. Admettons que je crée un autre fichier de configuration, bon c'est strictement le même, mais pour ce tutoriel je vais faire bref, que vous appelez private. Et bah, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire autant de fichiers de launcher que vous voulez, de fichiers de configuration que vous voulez. Hop. Mais veillez bien, veillez bien à le renommer correctement. Déjà, premièrement, bien l'identifier, puis pour être sûr que vous cliquez sur le bon. Après, par contre, la plus curieuse, c'est comment l'éditer. Donc, ce qui est important, c'est qu'ici, il repère des valeurs qu'il connaît. Donc maintenant, il reconnaît plus ça, et puis il reconnaît plus ça. Donc ici, on va dire que j'étais sur le private, donc je dis, bon bah voilà, tu me lances private. Voilà. Bien s'assurer de mettre des fichiers qui marchent. .txt. Donc là, il va le reconnaître et puis il va le lancer private. Voilà, donc là, il n'y a pas de souci, il le connaît et tout. Donc vous créez en fait autant de modules que vous voulez et tout, et de launchers que vous voulez par module. Donc admettons que je voulais lancer avec la configuration d'NW un natif, ce que je ne recommande pas de faire mais qui normalement marche. Voilà, vous mettez natif public, veillez bien à aller dans l'édition et de mettre ici le module native, sinon ça va lancer sur Napoleon Wars et vous allez retrouver comme deux ronds de flanc. Donc voilà, vous faites launcher et là ça va lancer sur native. Parfait. Bon, sauf qu'il y a quelques bugs avec native et en plus, bon, il ne reconnaît pas serveur 1.exe parce que je ne l'ai pas renommé. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous expliquer pour mon tutoriel. J'espère qu'il vous aura été très clair. Si jamais vous avez d'autres questions, bon, bah, je suis disponible, mais normalement j'ai tout dit dans cette vidéo parce qu'il est bien fourni. Voilà, merci de m'avoir écouté et puis merci d'avoir pris une offre chez moi. Je suis heureux d'être votre fournisseur. J'espère qu'on aura une longue et bonne relation ensemble. C'est en tout cas ce que j'espère. Merci.